Mesdames et messieurs, bienvenue dans Droit dans les yeux sur Kinshasa Télévision. Aujourd'hui, nous recevons une figure singulière, dérangeante pour certains, inspirante pour d'autres, une voix puissante qui traverse les frontières et secoue les certitudes. Il est aimé, critiqué, suivi, redouté, mais il ne laisse jamais indifférent. Son combat, l'émancipation de l'Afrique. Sa méthode, la confrontation idéologique. Son arme, la parole. Du Sénégal au Bénin, en passant par la France, le Burkina ou encore la RDC, il a tracé une route faite des discours enflammés, d'exil, d'interdiction, mais aussi des mobilisations populaires. Il est à Kinshasa et c'est ici, dans cette capitale symbole de résistance, que nous avons choisi de le recevoir, de l'écouter, mais aussi de l'interroger, sans filtre, sans faux semblant. Kémy Séba est notre invité. C'est un moment historique que nous vous proposons. Prenez donc place. Kémy Séba, bonjour. Bonjour mon cher frère. Merci beaucoup pour l'honneur que vous nous faites d'être aujourd'hui sur notre plateau. Le plaisir et l'honneur sont pour moi. Je veux vous dire sincèrement que depuis que je vous ai découvert, j'ai toujours rêvé de vous avoir sur un plateau. Ça me touche beaucoup. Donc pour moi, c'est un rêve qui se réalise. Écoutez, on va exaucer tous les deux ce rêve et c'est un plaisir pour moi aussi parce que je connais votre travail, votre sérieux. On s'est jamais rencontrés, c'est la première fois qu'on se rencontre, mais votre réputation vous a précédé. Et je sais que ce sera une interview de fond. C'est ce que vous avez l'habitude de faire, donc c'est un plaisir pour moi d'être là. Alors, vous êtes à Kinshasa. Ce que je vais faire, je vais plusieurs fois lire mes questions pour ne pas déborder. Pas de souci. Parce que je veux obtenir le plus que je peux de vous. Je suis curieux de vous connaître. Il n'y a pas de problème. Je suis curieux de vous connaître et par moi, je sais que ce que vous allez dire va édifier énormément de ceux qui nous suivent. Si vous êtes à Kinshasa aujourd'hui, c'est pas par hasard. Vous venez de recevoir le titre décerné par l'université Dr Honoris Causa en sciences politiques, décerné par l'université Belcampus. Une distinction qui vient saluer vos 26 années de militantisme panafricain, sans relâche, sans concession. Que ressentez-vous pour cette distinction honorifique ? D'abord, je pense qu'il est important de rendre hommage au corps académique, mais aussi aux étudiants, aux jeunes universitaires de l'université et d'ailleurs, qui se sont mobilisés. Rendre hommage aussi à ceux au sein des autorités. Je pense que c'est important qu'on puisse le dire aussi. Le panafricaniste acerbe et rigoureux, dont certains sont des personnes qui étaient des partisans de notre combat politique depuis très longtemps, bien longtemps avant d'avoir des responsabilités politiques, ont été scandalisés par, dirons-nous, pour être polis et pour ne pas faire trop de bruit, la censure qui s'est déroulée auparavant. Ce titre, certains ont voulu l'annihiler, ont voulu empêcher qu'il puisse être matérialisé, parce qu'ils savent ce que ça signifie. Je suis quelqu'un qui, de manière générale, refuse les titres. J'ai été élu personnalité politique africaine de l'année en 2018. Le titre ne m'a pas... Je l'ai refusé, même si c'était Africa News. Pourquoi vous refusez les titres ? Parce que je fais toujours partie de ceux qui disent que on donne les titres non pas à la mi-temps, mais à la fin du match ou à la fin de la guerre, vous voyez, ou à la fin d'une saison. Et on donne les trophées et les médailles à la fin d'un combat. Nous sommes à mi-chemin. Donc, que ce soit Africa News qui m'a nommé personnalité politique africaine de l'année, j'avais refusé, même si c'était un titre prestigieux. Que ce soit le MyPad qui m'avait déclaré une des 20 personnalités politiques afro-descendantes de l'année en 2020, je crois, et j'étais invité aux États-Unis, j'ai refusé le voyage aux États-Unis. Au Pan-African Award, titre camerounais prestigieux, on m'avait nommé leader d'opinion du panafricanisme, j'avais refusé. Poliment. Si j'accepte ce titre-là, c'est parce que là, on est sur un terrain académique. Et vous savez, le système néocolonial a colonisé pendant très longtemps le cadre universitaire. Quand on parle d'ailleurs de l'université, on parle soi-disant en réalité de l'universel de la connaissance, mais c'est souvent l'universel eurocentré qui a colonisé les esprits du monde entier. Et quand vous entendez d'ailleurs généralement les sachants parler en Afrique, ce sont souvent des gens qui ont une construction idéologique et méthodique profondément incarcérée dans les géoles de la pensée eurocentrique.
Et parfois, il est difficile pour eux de se départir de cette formation quand ils ont une volonté d'autodétermination. Et ça crée parfois, comme le disait Thomas Sankara, une élite comprador, et ce que certains diraient comme étant des intellectuels tarés, c'est-à-dire des gens qui ont un corps africain, mais ont un esprit de l'extérieur. Donc, en ce sens, la démarche de l'Université Bell Campus est une démarche révolutionnaire parce que il consacre, moi, à titre personnel, ça va bien au-delà de ma personne, mais il consacre le combat politique de plus de 26 années pour l'autodétermination, pour l'anti-victimisation, pour la revalorisation de notre peuple, pour la justice sociale, Mais la décolonisation. Si, ça reste quand même une université, hein, au sens que vous avez décrit. Exactement. Et c'est pour ça que je vous dis que c'est une démarche révolutionnaire de cette université. J'aurais eu un prix en Occident, ça n'aurait pas eu cette saveur. Parce que on se bat contre l'hégémonie occidentale. Et donc c'est gênant quand cette même élite occidentale vous donne des prix. Souvent, c'est gage de quelque chose d'autre. Mais qu'une université africaine sur la terre de Lumumba, sur la terre de Simon Kibangu, nous donne ce prix, cela revêt une tonalité panafricaniste fondamentale. Alors, Voilà. je suis presque tenté de vous demander en quoi votre panafricanisme est-il différent de celui des Nkrumah ou des Sankara? C'est très important comme question et je pense que la réponse permettra à tout le monde de comprendre le cycle dans lequel nous sommes. Le panafricanisme de Kwame Nkrumah avait lieu pendant la période de transition entre les indépendants, entre la colonisation et la prétendue indépendance. C'était une phase transitoire. Il a été le père de la nation ghanéenne et il a été le fer de lance d'un panafricanisme opposé au système colonial dans les années 60. Ça a été une phase mouvementée, durant laquelle les élites africaines se sont mobilisées. Le panafricanisme, à l'époque, était profondément élitiste. Les peuples se mobilisaient, mais ça n'avait pas la même teneur que le siècle présent, durant lequel, et je vais y revenir tout à l'heure, le panafricanisme est passé dans une phase transitoire de l'élite à la base. Et donc, Kwame Nkrumah était opposé au système capitaliste dans sa forme ancienne, sachant que le capitalisme, par essence, est toujours appelé à la mutation pour préserver ses intérêts, d'accord ? La science de l'adaptation, la science de la prospective, c'est ce qui lui permet, ce qui lui a permis de tenir. Quand on parle de l'esclavage, c'est quelque part la matrice du capitalisme, l'exploitation de l'homme par l'homme, d'accord, afin de permettre à une minorité de pouvoir se gaver, pendant que les autres usent de leur force de travail pour nourrir le système, contre leur gré. Il y a eu par la suite une évolution sur ce processus-là. Lorsqu'il y a eu la colonisation, certains pays se sont, entre guillemets, libérés plus rapidement, facilement que d'autres. Mais il y a eu ce que l'on appelle le néocolonialisme, qui s'est adapté par la suite aux nouvelles phases, d'accord, une mutation idéologique. Il y a eu le bloc de l'Est et de l'Ouest qui se sont confrontés et qui sont arrivés par la suite à une phase d'effondrement du bloc de l'Est et d'une victoire capitale, fondamentale du bloc de l'Ouest, caractérisé par le capitalisme contre le communisme. Et le capitalisme, par la suite, a connu son ultime forme de domination, de prédation, à travers ce que l'on appelle le globalisme néolibéral. Le néolibéralisme sur le terrain économique et le néolibéralisme sur le terrain sociétal. Vous m'avez demandé quelle était la différence entre notre panafricanisme et celui de Nkrumah et celui de Sankara. Sankara, c'était dans une phase de résistance au début du néocolonialisme. D'accord ? Sankara était seul. Il a fait une révolution populaire dans son pays qui a inspiré par la suite d'autres. Même s'il était très diabolisé, on ne le dit jamais assez, de son vivant. Dans son pays, des gens le trouvaient trop dur et tout ce qui s'ensuit. Nous, notre combat est un combat qui s'inscrit dans une continuité, mais qui est adapté aux enjeux du XXIe siècle. Nous luttons aujourd'hui contre le mondialisme, contre le néolibéralisme économique, mais aussi contre le néolibéralisme sociétal qui se présente, comme le disait quelque part le philosophe et théoricien Monsieur Kluskar, Michel Kluskar, d'accord, comme la société des désirs, le libéralisme, la libéralisation
des désirs et la capacité à faire passer les besoins hédonistes des populations comme une lutte à atteindre et un objectif à atteindre, tout en quelque part capturant les clés du marché et faisant en sorte que une grande partie de la population, sans qu'elle s'en rende compte, soit ostracisée tout en pensant être libre. C'est une schizophrénie économique et politique qui rappelle la complexité du cycle dans lequel nous sommes installés. Aujourd'hui, quand vous dites à certains de nos membres de nos peuples que oui, il y a un système néocolonial que l'on doit abolir, il y a une prise de conscience extraordinaire parce qu'on a réussi à massifier la question du panafricanisme. Aujourd'hui, bénéficiant des réseaux sociaux, bénéficiant des nouvelles technologies de communication, c'est l'un des rares avantages de la mondialisation, reconnaissons-le, on a permis de toucher des millions de gens. Notre panafricanisme aujourd'hui est beaucoup plus massif que ne l'étaient ceux de nos aïeux. Ça ne veut pas dire qu'on a plus de mérite. Ouais. Mais le panafricanisme que vous prenez est souvent jugé radical. Par qui ? Par des observateurs. Pensez-vous qu'il faut choquer pour réveiller l'Afrique ? Alors, moi, je pense tout d'abord, toujours partant de cette question d'où nous parlons, qu'il est important de contextualiser qui le juge radical. Pas une grande partie des masses africaines, pas une grande partie des masses afro-diasporiques, pas une grande partie de la nouvelle génération africaine, mais une partie des dits observateurs, souvent stipendiés par, on va dire, certains systèmes ou institutions occidentales et occidentaux, je leur en veux pas. Mais il est important que l'on puisse comprendre que face à un système radicalement oppressif, face à un système radicalement inégal, face à un système radicalement asphyxiant sur le terrain social, être radical dans la déconstruction de ce système, ça me paraît faire preuve de bon sens. Est-ce que ceci veut dire que on doit être d'accord avec vous, sinon on a tort ? Mais qu'est-ce que l'on entend par être d'accord ? Vous, si je vous pose une question, mon très cher frère, est-ce que vous êtes d'accord tous les jours avec votre femme sur toutes les décisions à prendre dans la vie ? Non, la vie, c'est l'échange. La vie, c'est la juxtaposition des idées. Moi-même, dans mon équipe, je préside une organisation que vous connaissez désormais, internationale, qui s'appelle Urgence panafricaniste. Dans le bureau central de l'organisation, tous les jours, il y a des débats florissants. On peut ne pas être d'accord sur tel aspect. Il y a des hommes, il y a des femmes, chacun a sa perception. Parmi les hommes, il y a des débats. Entre les hommes et les femmes, il y a des débats, etc., etc. Mais c'est l'addition de ces sensibilités qui permet à notre organisation d'être aujourd'hui ce phare de la révolution africaine au XXIe siècle. Donc, la question n'est pas d'être d'accord. La question, c'est pourquoi les puissants ont peur du débat que nous ouvrons. Quand on dit débat, cela veut dire que nous sommes ouverts à l'échange, à la confrontation des idées. Avant d'être l'homme que je suis aujourd'hui, j'ai été journaliste politique pendant de nombreuses années, à la 2STV au Sénégal, à Vox Africa. J'étais directeur général pendant un temps de Afrique Média, à N'Djamena. D'accord ? J'ai eu une radio qui s'appelait Afro Insolent, qui a beaucoup marché au début des années 2010 au Sénégal. J'ai travaillé à Convergence FM. Je suis un champion du débat. Boxeur verbal et idéologique, inspiré par la dynamique de Gramsci. C'est mon métier. Donc, j'adore le débat. Ok. Alors, vous dites aujourd'hui, j'ai essayé de vous lire, vous dites aujourd'hui avoir changé par rapport à quand vous aviez commencé ce combat, et surtout quand vous êtes revenu en Afrique, et vous avez dit, je vous cite, « J'ai dépassé cette phase. C'était la colère d'un jeune homme. Mon combat n'est plus contre une race, mais contre un système. » Mais concrètement, avez-vous régné aux anciennes convictions ou seulement modifié la manière de les exprimer ? Je pense qu'il faut contextualiser les propos quand on dit j'ai changé, parce que il n'y aurait pas de Kémy Séba en 2025 s'il n'y avait pas eu le Kémy Séba du début des années 2000. Et je ne renierai jamais, c'est important que tout le monde l'enregistre, le jeune Kémy Séba fougueux que j'ai été. Parce que c'était un jeune Kémy Séba qui se battait contre l'oppression de son peuple à une époque où ceux de son âge allaient en boîte de nuit. À 18 ans, j'étais en train de militer en 1999 pour notre peuple, là où la plupart des nôtres étaient dans l'insouciance, parfois dans l'inconsistance ou dans l'inconscience politique.
J'ai eu des positions radicales d'un jeune noir opprimé, asphyxié en Occident, qui voyait ses semblables être maltraités et qui a pris ses responsabilités. Certains étaient dans le loisir, d'autres étaient dans des gangs, c'était aussi des formes d'expression. Moi, j'étais dans un mouvement politique radical, mais qui était structuré idéologiquement, qui avait sa finalité et son obsession. La défense des intérêts de nos populations. Mohamed Ali disait, si je suis le même à 40 ans qu'à 20 ans, c'est que j'ai perdu 20 ans de ma vie. Si je vous demande, et je me suis renseigné, si vous étiez le même il y a 20 ans qu'aujourd'hui, les gens vont crier en disant il n'était pas du tout le même, vous avez évolué, vous avez changé. Pourquoi ce qui est valable pour vous ne le serait pas pour quelqu'un comme moi? Nous évoluons tous. Et je terminerai en vous disant que, parce que je suis un passionné, un bousillé de philosophie, il y a eu dans mon parcours ce que l'on appellerait la dialectique hegelienne, qu'il faut adapter à ma réalité. Il y a eu la thèse, à travers mon passage par la Nation of Islam, qui a été une affirmation de soi et une compréhension d'une métaphysique noire particulière, spécifique. C'est profond tout ça. Hein, avec compréhension de métaphysique noire et tout ça. Oui, c'est quelque chose que tout le monde peut connaître ou je pense que tout le monde aujourd'hui, avec Google, ChatGPT, c'est lui qui, mon fils fait des efforts, c'est un philosophe à 17 ans, je pense que tout le monde connaît. Tu nous as fait l'honneur de nous ramener ton fils. Exactement, c'est ma fierté. Ah ouais. Et une de mes fiertés. Il est sur les traces des papas? Je pense qu'il ira beaucoup plus loin. D'accord. Mais il est stagiaire dans notre ONG Urgence panafricaniste et je pense qu'il ira beaucoup plus loin. Ouais. Et il y a eu ensuite l'antithèse, à travers maintenant ma rentrée dans l'afrocentricité, qui a contredit certains aspects de la Nation of Islam, tout en gardant peut-être une teneur dans la radicalité, même si sur certains aspects, on était même peut-être plus radicaux qu'à l'époque de la Nation of Islam. Et il y a eu par la suite la synthèse, donc thèse, antithèse, synthèse, avec l'étude du pérennialisme d'un métaphysicien comme René Guénon et la compréhension de la nécessité de relier l'ésotérisme à la géostratégie et à transcender les murs qui se confrontaient pour comprendre qu'on pouvait faire tomber les murs et y construire des routes. Et la dimension de ma pensée n'a plus été essentialiste, elle a consisté à voir le monde dans sa complexité et à s'adapter à la critique d'un système qui devait s'effondrer pour que l'humanité noire, sur ce terrain je fais un micro-essentialisme, mais puisse quelque part se décoloniser. Est-ce qu'on peut dire que vous n'avez pas régné à vos idées, mais vous avez simplement changé de vocabulaire pour rester influent en Afrique? Je dirais juste une sorte de rebranding. Je dirais juste que j'ai grandi, que le Kémy Séba qui a 43 ans, avec des poils blancs, ne peut pas être le Kémy Séba qui avait 18 ans. Tout simplement. Mais le fond reste profondément le même. Le refus de l'injustice, le refus de l'oppression de mes semblables qui sont en Afrique, qui soient aux Antilles, qui soient à Haïti, qui soient en Amérique, qui soient au Moyen-Orient, qui soient en Europe de l'Est, qui soient en Asie, peu importe où ils sont. Partout, notre peuple souffre. Urgence panafricaniste se sent concernée. Alors, si vous pouviez vous asseoir aujourd'hui, en face de Kémy Séba de 2005, que lui diriez-vous? Vous vous reconnaîtriez encore en lui? J'aurais beaucoup d'amour pour cet homme-là, ce jeune homme. Et je vais vous dire les choses, je serais très admiratif de la synthèse entre sa radicalité politique et la profondeur et la sensibilité de son cœur. Parce que c'était quelqu'un qui était dur avec ceux qui étaient durs avec son peuple, mais c'était quelqu'un qui était maladivement aimant avec les siens et avec ceux qui étaient bien avec les siens. Il y a eu une diabolisation en 2005 par les médias français. Comme à l'époque de la plantation, le maître esclavagiste diabolisait l'esclave qui voulait mettre fin à l'esclavage. Et à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Donc aujourd'hui, beaucoup de gens disent « Vous étiez trop radical » parce qu'ils n'avaient qu'une perception de Kémy Séba qui était celle de TF1, qui était celle de France 2, qui était celle des médias occidentaux qui m'avaient présenté comme l'extrémiste noir. Mais ceux qui connaissent un minimum l'histoire savent que des gens comme Lumumba étaient considérés comme des extrémistes noirs de leur vivant. Il n'y avait pas les réseaux sociaux à l'époque. Certains croyaient même que c'était quelqu'un qui était un génocidaire des Belges. Certains croyaient même que c'était quelqu'un qui était une marionnette communiste. Ça me fait penser à quelque chose. Une marionnette de l'Union soviétique.
Parce qu'on avait un seul narratif, le narratif du colon. Moi, au début des années 2000, le seul narratif qu'il y avait à mon sujet, sur lequel certains, parfois de nos semblables, ont surfé, c'était le narratif du gouvernement français qui ne voulait pas l'autodétermination des nouvelles générations noires. Et donc, on a dit qu'Émy est un extrémiste noir, qu'Émy est un raciste noir. Pourtant, dans notre équipe, c'était une organisation strictement noire, un Tribuca bien sûr, mais nous avions des sympathies avec des gens enracinés dans leur identité et qui voulaient la fin de l'oppression pour tout le monde. Est-ce que vous avez dans votre entourage des Blancs aussi, des amis? Vous savez, je ne sais plus quel leader d'extrême droite disait il n'est pas raciste, sa voisine est noire. C'est pas avec ça qu'on peut, je pense, décrire le pédigré de non-racisme de quelqu'un. Mais je n'ai un secret pour personne que je suis proche de certains blancs, entre guillemets. Je trouve pas cette réponse nécessaire, mais quelqu'un comme Juan Branco est quelqu'un pour lequel j'ai une amitié profonde. Qui est blanc, qui est un avocat anti-impérialiste, d'extrême gauche, avec lequel on se retrouve sur beaucoup de points, pas sur tous, évidemment. Mais moi, je crois que, vous savez, le courage, la dignité, la sincérité, ce n'est pas une question de couleur, mais de conviction. Revenons un tout petit peu en Afrique après la France. Vous avez mené une croisade contre le franc CFA. On continue. Aujourd'hui, où se trouve votre bataille? Où est-ce que vous en êtes? On a quand même engrangé des victoires historiques, parce que ce sont nos mobilisations, personne ne pourra nier dignement le contraire, qui ont permis que les comptes d'opération, alors il faut bien qu'on comprenne, le franc CFA, c'est un système qui a été mis en place, d'accord, dans les années 40, et qui avait pour but de favoriser quelque part l'économie française, d'accord, afin que les entreprises françaises n'aient pas de contrôle lorsqu'elles exportent nos ressources de manière générale, qu'il n'y ait pas de regard extérieur qui puisse leur dire quoi faire. Donc, c'était un système qui était fait pour arranger l'oligarchie française. Il se trouve que le franc CFA a connu des évolutions et des mutations, mais a toujours eu, jusqu'à aujourd'hui, pour finalité d'arranger l'économie française, contrairement à ce qui est dit. C'est avec les bases militaires, auxquelles nous nous sommes attaqués aussi, urgence panafricaniste, c'est l'une des plus grandes manifestations du système néocolonial. C'est quelque chose de tangible. Le franc CFA est adossé à l'euro. L'euro est une monnaie beaucoup trop forte pour nos économies locales. Cela anéantit tout processus de compétitivité. Et la balance commerciale des pays d'Afrique de la zone franc, à quelques exceptions près, est déficitaire. Mais ça, par contre, permet aux entreprises françaises de se faire des bénéfices importants. Le franc CFA est structuré de telle sorte que, à l'intérieur des réunions des banques centrales de nos pays, le représentant du Trésor français a son droit de regard sur ce qui est fait. Je veux dire que c'est même plus une monnaie de singe. C'est la planète des singes. Soyons sérieux, il y a quelque chose qui ne va pas à ce niveau-là. Et même la planète des singes, ils sont beaucoup plus structurés et beaucoup plus souverainistes. Mais n'est-ce pas la main qui donne, elle est toujours... Mais vous avez tout résumé, et c'est là où je veux venir. Voilà. Et donc, nos mobilisations ont permis, déjà, et donc, dernier point, important quand même qu'on le situe, 50% des réserves de change de nos banques centrales sont reversées sur un compte d'opération appartenant à la Banque de France. Ces 50%-là auraient pu permettre de financer beaucoup de projets, entre guillemets, de développement et éviter l'émigration de nos populations. Malheureusement, ce compte d'opération dans certaines régions comme en Afrique centrale subsiste. En Afrique de l'Ouest, suite aux mobilisations historiques de notre organisation Urgence panafricaniste, le compte d'opération a sauté. Macron et son... Je ne sais pas si j'ai le droit de dire caniche ici, bon, en tout cas, et son collègue. Tout ce que vous dites n'engage que vous. Très bien. Donc, son caniche Alassane Dramane Ouattara, caniche politique, hein, je n'ai rien contre l'homme en tant que tel. Même si c'est quoi la différence entre dans l'explication du mot? C'est-à-dire? Le mot caniche. C'est quelqu'un qui a une dimension servile, extrêmement maladivement servile en politique, par rapport aux intérêts français. C'est quelqu'un qui est tenu en laisse, même si la laisse est invisible. La Boétie parlait de la servitude volontaire. Il est dans cette dimension-là, il est dressé plus que le dressage même l'exige. Ça pose question. Mais je termine ma réflexion sur ce point. Macron et Ouattara
suite à nos mobilisations, ont dû exercer certaines réformes à l'intérieur de l'Afrique de l'Ouest francophone, à l'intérieur de l'UEMOA. Et donc, les comptes d'opération sont fermés. 50% des réserves de change ont été rendues à la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest. On n'a pas eu de remerciement pour ça. Pourtant, nous sommes les responsables. Le représentant... Pourtant, vous n'aimez pas trop les non, c'est pas pour moi. C'est pas pour moi. Mais c'est pour ceux qui se sont sacrifiés avec nous. Qui, eux, je pense, pour certains... vous n'aimez pas. Qui pour certains ont eu leur... Mais ça, c'est une fin déjà. Parce que c'est terminé. D'accord. Donc, on y arrive. Ouais. Donc, 50% des réserves de change ont été rendues. D'accord? À la Banque centrale. Et si je dis non, on n'a pas eu de remerciement, c'est que la Banque centrale nous a combattus au départ. M'a mis en prison au départ. Pour après recevoir l'argent grâce à la mobilisation. Ça fait réfléchir. Autre point, le représentant du Trésor français n'a plus le droit de siéger à l'intérieur des réunions de la Banque centrale suite à nos mobilisations. Je pense que c'est très important que l'on puisse le dire. D'accord? Maintenant, il y a un point qui reste, c'est la fixité entre le franc CFA et l'euro. Et c'est quelque chose contre lequel on se bat. En Afrique centrale, je termine juste par là, la situation n'a même pas évolué. Et c'est pour ça que nous élargissons maintenant le combat aussi à l'Afrique centrale. Vous l'avez vu à Brazzaville, où le gouvernement pro-France-Afrique du président Sassou Nguesso a paniqué dès qu'on a évoqué cette question du franc CFA. Parce que c'est une question sensible. C'est l'épine dorsale du système néocolonial tel que nous le connaissons aujourd'hui. Et donc, il y a encore le représentant du Trésor français à l'intérieur des banques centrales en Afrique centrale. Il y a encore 50% des réserves de change qui sont déposées sur un compte d'opération de la Banque de France en Afrique centrale. Nous allons démanteler tout ça. Alors, selon vous, pourquoi les chefs d'État africains hésitent-ils à couper ces liens monétaires avec la France? Vous savez, de tout temps, durant la période de la plantation, de l'esclavage, ceux qui étaient les mieux logés et nourris dans le système de la plantation ne voulaient pas que celui-ci s'effondre. On ne scie pas un banc sur lequel on est assis. C'est quelque part la logique stricte, même si c'est contraire à la dynamique de la dignité. Nous voulons déconstruire. Je suis pas un grand fan de Jacques Derrida, même si c'était le formateur de mon formateur en philosophie, le savant qui je rends hommage, Grégoire Biogo. Mais on est obligé d'aller vers cette déconstruction de ce système-là. Comment? Et pour aller sur cette déconstruction, il faut que l'on puisse d'abord retrouver notre souveraineté politique. Et pour retrouver notre souveraineté politique, il faut qu'on puisse retrouver notre souveraineté monétaire. Et pour qu'on puisse retrouver notre souveraineté monétaire, il faut qu'on se réapproprie nos matières premières. Et pour se réapproprier nos matières premières, il faut qu'on soit capable de reprendre aussi le contrôle et de notre souveraineté militaire et de notre souveraineté économique. Et c'est dans ce cadre-là que le combat contre le franc CFA notamment et contre les bases militaires extérieures s'organise. Alors, quand vous parlez un des moments qui aura marqué votre lutte, c'est en mars 2024, vous avez brûlé votre passeport français. Avec du recul, croyez-vous que ce genre de symbole a un réel impact politique ou ne sert-il qu'à créer un buzz parce qu'on est à l'heure des réseaux sociaux? La manière dont les services secrets, lorsqu'ils m'ont arrêté l'année dernière, ont passé du temps en essayant de me culpabiliser pour ce geste montre à quel point symboliquement c'est quelque chose d'extrêmement important. La manière dont les gens réagissent un peu partout où je vais avec mon équipe en Afrique francophone ou ailleurs, des gens qui nous disent ces gens-là nous font chanter avec la nationalité, nous font chanter avec les visas et vous avez le courage de montrer que vous préférez avoir une nationalité africaine qu'un passeport français, mais c'est quelque chose qui a donné de la dignité, de la fierté à des millions de gens. Et pourquoi vous avez fait ça? Mais la question, c'est pas pourquoi j'ai fait ça. La question, c'est pourquoi, quand je dénonce le néocolonialisme, le gouvernement français m'a dit que si vous ne vous tenez pas tranquille, on vous retire la nationalité. Je veux vraiment savoir. Mais je vous réponds, mon frère. Je vous réponds. Ouais. Mais la réponse, faut bien l'entendre, parce que les gens pensent... Je vous entends très bien. Non, mais je m'adresse même au public. Certains pensent qu'on s'est levé un jour, qu'on a décidé de brûler. C'est pas passé comme ça. Je suis né en France. Comme le panafricanisme qui est né hors du continent, je suis né dans la diaspora. Je n'ai pas de problème contre les Français. Mais le gouvernement français a estimé que le combat que nous menons est le combat qui est responsable de sa perte d'influence en Afrique francophone. Et donc, ils ont voulu tenter de m'humilier en me donnant un courrier en disant, puisque vous continuez cette démarche-là, si vous ne changez pas, en gros, on va vous retirer la nationalité. J'ai dit, ah bon? Donc, quand on dénonce le néocolonialisme, si on est noir, on peut vous retirer la nationalité. Quand c'est des blancs, on les laisse. Quand c'est des noirs, on les persécute. J'ai dit, si c'est ça, moi, on va pas me faire chanter. Votre passeport, pour lequel vous voulez me faire chanter, je convoque la presse internationale, je prends un briquet et je l'allume pour vous dire que
Il y a une vie après le passeport français. Ce n'est pas un os que vous pouvez nous donner comme à l'époque de la plantation, quand un esclave se comportait décemment selon la perspective du colon. On pouvait lui donner un os ou un petit repas pour le féliciter ou lui retirer s'il n'était pas sage. J'ai pris le passeport, je l'ai brûlé et j'ai dit au revoir. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Parce que Dieu Tout-Puissant et les ancêtres méritants veillent, d'accord? Le gouvernement du Niger a estimé que ce qui était un danger pour le système néocolonial était une fierté pour l'Afrique souverainiste. Et donc, on m'a donné le passeport diplomatique. Mais voilà. Quand on a cette expérience d'être expulsé, dernièrement en France, il y a eu le Sénégal, il y a eu la Côte d'Ivoire, il y a eu le Burkina Faso. Comment on se sent quand on est africain? Vous savez, à chaque fois, j'ai une pensée avec une région du monde à laquelle je suis maladivement attaché, qui est la terre où une partie de notre peuple, parmi les meilleurs, ont été déportés, les Antilles et les Amériques. Les Antilles, Haïti et ailleurs. Ils ont été déportés. Et ils n'ont pas eu la chance d'être dans des avions avec la clim. Ils ont été déportés dans des fonds de cale, brutalisés, certains jetés à la mer. Quand on se rappelle de ça, on se rappelle que le combat pour la souveraineté nécessite parfois de repasser par le chemin par lequel, à différents degrés évidemment, sont passés nos aïeux dans le sens inverse. Nous menons un combat pour libérer notre peuple. Et comme tout accouchement, il y a évidemment des contractions. Et ces contractions, c'est ce système néocolonial qui refuse que le bébé, parfois, puisse émerger, ou même qui réagit naturellement à ce bébé qui doit émerger. Ce bébé, c'est l'autodétermination africaine. Ça va arriver. Quand j'ai été expulsé du Sénégal, je pense que c'est la fois où j'ai été le plus blessé. Parce que j'avais construit ma vie, j'étais journaliste politique là-bas. Mes enfants, ils ont plus vécu en Afrique au départ qu'en Occident, d'accord? Ils se considéraient comme Sénégalais, Béninois et Sénégalais, et leur autre nationalité. J'ai été expulsé au bout de 7 ans, je crois 6 ans et demi. C'est toute une vie qui s'est effondrée juste parce que je voulais libérer mon peuple. Mais avec le recul, ça a été l'une des étapes les plus importantes de ma vie politique. Et c'est ce qui nous a permis d'être là où nous sommes aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on dit, dans sacrifice, il y a sacré. Et où vous êtes aujourd'hui, c'est que vous avez annoncé votre candidature à la présidentielle béninoise de 2026. Alors, si jamais ça arrivait, vous allez travailler vous travailleriez avec l'Occident, avec les Russes, les Chinois, parce qu'on vous accuse d'être proche des Russes. Oui, on accusait Lumumba aussi d'être proche de l'Union soviétique. C'est un classique. On accusait Malcolm X d'être un agent de l'Union soviétique. On accusait tous les Noirs qui sont rebellés contre l'Occident. En fait, le noir est perçu comme on accole la même irrationalité au peuple noir que quelque part le système patriarcal accole l'irrationalité à la femme quand la femme veut se séparer d'un conjoint violent. Quand elle veut se séparer d'un conjoint violent, on veut tellement infantiliser la femme qu'on dit « Ah, elle veut se séparer parce qu'elle elle trompe le mari, elle a un autre homme. » Non, parfois la femme, elle en a marre de l'homme violent. Et elle veut sa souveraineté. C'est tout à fait normal. Eh bien, nous, notre peuple, on en a marre d'un partenaire qui, depuis 5 siècles, est un tantinet violent, génocidaire, meurtrier, pilleur, violeur. Et on veut notre souveraineté. Et on n'a pas besoin du parrain chinois ou russe pour penser ainsi. On le pense. Maintenant, si par la suite, on veut échanger, interagir avec d'autres partenaires, c'est notre droit. Mais je le dis et je le répète, ceux qui pensent que le messie de l'Afrique, ça sera les Russes ou les Chinois, au détriment des Occidentaux, n'ont rien compris. Parce que pour nous, le seul messie de l'Afrique, et je ne le dirai jamais assez, c'est l'Africain lui-même. Maintenant, on est des gens intelligents. Si on a la possibilité d'avoir des partenaires et des alliés qui nous soutiennent pour des combats ponctuels, qui est fou pour refuser? Le jour où ça arrive,
On va circonscrire ça à une dynamique particulière et on le fera sans jamais être dans une démarche de suivre quelqu'un d'autre que nous-mêmes par rapport à notre agenda. Alors, quand je vous écoute parler, et souvent quand je vous suis, je vous regarde, je vous observe, vous êtes... c'est comme si vous aviez une mission. La plupart des gens qui sont passés par où vous êtes aujourd'hui, généralement ont fini leur vie assassinés, tués, ou jeunes, ou... Enfin, est-ce que vous ne craignez pas que ça vous arrive? Écoutez, j'ai 43 ans, j'ai été mis 4 fois en prison. J'ai été expulsé et interdit de rentrer dans, je crois, 7 ou 8 pays. Je crois qu'en guise de rappel, quelqu'un comme Malcolm X avait été interdit de rentrer en France. C'est le pays où il avait été interdit de rentrer. Il avait fait de la prison pour sa lutte. Pas pour sa lutte, pour la criminalité. Et après, il s'était réformé. Et c'était un géant. Le sommet pour moi, avec d'autres, avec des gens comme Lumumba. La répression que j'ai, je pense que très peu l'ont connue comme nous la connaissons. Simplement, il y a un cycle qui est le cycle aujourd'hui des réseaux sociaux qui fait que il est beaucoup plus difficile aujourd'hui de se lever, de tuer quelqu'un, de le finir à l'acide et d'essayer de cacher l'information parce que moi, à la seconde où on m'arrête, ça fait le tour de toute la presse africaine via les réseaux sociaux. C'est très difficile. Mais il y a des moyens coercitifs pour essayer de nous mettre la pression. La prison, l'expulsion, la surveillance. Je suis surveillé par les services secrets français et européens depuis de nombreuses années, et ça s'intensifie ces dernières années. Clairement, on le voit, on le sait. Mais ça fait partie du jeu. Et pour finir sur votre question, quand vous me demandez, est-ce que je n'ai pas peur de mourir? Mais qui ne va pas mourir? C'est ce que je dis tous les jours à mes enfants. Qui ne va pas mourir? Peut-être, et je ne vous le souhaite pas, peut-être vous mourrez avant moi. La question, c'est comment va-t-on mourir? Parce que notre mort va consacrer notre vie. Va-t-on mourir tranquille de vieillesse après nous être soumis? Ou va-t-on mourir après avoir mené une mission? Parce que je reprends justement votre mot, oui, je suis en mission. Je suis en mission pour mes aïeux. Quand je me suis formé politiquement, j'ai pleuré en étudiant la mort de Lumumba. J'ai pleuré en étudiant la mort de Sankara. J'ai pleuré en étudiant la mort de Béhanzin. J'ai pleuré en étudiant la mort de Dessalines. J'ai pleuré en étudiant la mort de toutes celles et de tous ceux qui se sont levés pour que notre peuple puisse être libre. Je suis le facteur de mes ancêtres. Et si je dois mourir autrement que de vieillesse, ça fera partie du combat. Et si je meurs de vieillesse, les persécutions que j'aurai connues de toute façon durant tout mon parcours seront les médailles. Et quelque part les libations que je rendrai à ceux qui nous ont précédés et qui nous protègent de là où ils sont, par la bénédiction de l'autorité suprême qui n'engendre pas et qui n'a pas été engendrée. Alors, je vous ai suivi aussi, vous êtes proche de certains chefs d'État, chefs d'État africains, vous êtes même conseiller de certains. Maintenant que vous êtes au Congo, on va essayer de parler de la situation en République démocratique du Congo. Je vais poser une question à deux têtes, comme on dit. Quelles sont vos relations à vous avec le président congolais Félix Tshisekedi? Parce que je vous ai rarement vu le critiquer. Et comment est-ce que vous pensez quel est votre point de vue par rapport à sa manière de gérer la crise actuelle en RDC? C'est marrant parce que vraiment tout dépend de l'opinion des Congolais. Il y a des Congolais qui me disent qu'Émy, tu critiques trop le président Tshisekedi. D'autres qui me disent qu'Émy, tu ne critiques pas assez. Ça me fait sourire, mais c'est l'opinion. C'est ça qui est beau dans la pensée africaine, c'est que les opinions sont multiples, diverses et parfois se confrontent. Moi, je pense que le président Tshisekedi a hérité d'un pays en ruine sur le terrain structurel. Quand on connaît le président Mobutu qui, sur le terrain de l'authenticité, a fait quelque chose de positif, il faut qu'on le reconnaisse, et qui, sur le terrain de la souveraineté, malheureusement, a laissé le pays s'effondrer. Ensuite, Kabila père, qui, selon les avis divergents, a essayé de libérer le pays de l'emprise de Mobutu, mais en essayant de libérer le pays de l'emprise de Mobutu, a inséré au sein du système congolais des éléments qui ont contribué par la suite à sa déstabilisation et sa balkanisation. Ensuite, Kabila fils, qui pour beaucoup, même s'il a aussi ses partisans,
a été quelqu'un qui a contribué à accentuer le processus de balkanisation et de mise sous tutelle d'une partie du pays par le pays voisin qu'est le Rwanda. Et maintenant, on a Félix Tshisekedi qui arrive. Certains le considèrent, même dans mon organisation, hein, c'est pas un tabou, hein, certains sont très critiques de lui, extrêmement critiques. Et le porte-parole, le coordinateur de notre organisation Urgence panafricaniste, Fortifie Lushima, ou la porte-parole de notre internationale, de notre ONG, Maud Salomé Ekila, qui sont violemment très critiques du président. Moi, sans l'absoudre de quelconque responsabilité, j'ai une distance critique sur tous les événements et je pense très clairement, parce que je l'ai connu avant, et c'est important quand même qu'on puisse mettre ça dans le contexte, je sais ce qu'il me disait il y a longtemps. Vous l'avez connu comment ? Je l'ai connu dans la diaspora par une connaissance en commun qui nous a fait nous rencontrer et échanger très fraternellement sur certains sujets. Je ferme la parenthèse. Et à l'époque, il était très critique de l'oppression que connaît la RDC à l'est du Kivu. Il était extrêmement critique à l'époque. Aujourd'hui, certains dans mon organisation vont dire que, certains Congolais, membres de mon organisation, vont dire que non, il n'y a pas assez de volontarisme du gouvernement. Et il y en a d'autres, à l'extérieur de mon organisation, qui vont dire que il fait ce qu'il peut, mais il est pas forcément bien entouré. Moi, je pense, et ça sera mon propos parce que vous me demandez, c'est important qu'on puisse toujours mettre en perspective. Ouais, d'accord. Parce que c'est la première fois depuis qu'on parle que je vous entends faire référence à votre équipe. Mais justement, je reviens, si vous me permettez, mais. Allez-y. À moins que vous vouliez qu'on fasse un truc synthétique bâclé pour une situation complexe qui dure depuis plusieurs années. Ça dépend de vous. Moi, je vous réponds simplement que je pense que les solutions au problème du Kivu doivent être des solutions intra-africaine. Et c'est ce que je vais proposer, l'ONG Urgence panafricaniste, nous allons proposer un sommet international africain. Plus des dirigeants africains qui ont parfois des intérêts avec Kagame, etc. Mais un sommet panafricaniste visant à dénoncer ce qui se passe au Kivu. Et nous allons demander au président que le président Félix Tshisekedi puisse avoir la ligne la plus ferme possible pour dénoncer, il le fait ces derniers temps déjà, le drame qui se déroule. Allez-y. Ok. Au Kivu, et qu'il puisse aussi dénoncer les corruptions endémiques qui sont au sein de son système, parce qu'elles sont présentes. Parce que s'il ne les dénonce pas, cela donnera la sensation que Félix Tshisekedi tolère justement ces corruptions-là, et ça donnera raison à ceux qui pensent qu'il n'est pas assez volontariste. Là où il y en a d'autres, par exemple ce matin sur le chemin, j'ai rencontré un partisan de Félix Tshisekedi qui m'a dit, Kémy, parce que il me disait, il voulait prendre une photo, je lui dis on va à la télé, il dit si tu vas à la télé, n'attaque pas Tshisekedi. J'ai dit mais moi tu me connais, partout où je vais, je dis toujours ce que je pense. Et je lui dis, je vais dire ce que je pense, et ce que je pense, c'est que si on veut vraiment quelque chose, on doit être radicalement dans cette dynamique d'imposer cette chose-là. Et donc, je sais que le président polarise énormément. Il a ses opposants viscéraux, ses partisans viscéraux. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas d'être opposant ou partisan, c'est de se donner les moyens structurels et d'extraire le système néocolonial. Parce que quand on parle de Kagame, il faut qu'on soit clair. Kagame est un proxy. C'est pas ce Kagame seul qui peut prendre ses responsabilités et diriger en seigneur de guerre le Kivu comme il le fait en proxy, en utilisant lui-même un proxy via le M23. Lui-même est un proxy de l'oligarchie occidentale. Ça veut dire que vous le dédouanez ? Qui ? Kagame ? Quand on dit que quelqu'un est un proxy, on le dédouane ? Jamais de la vie. Quand on est un proxy, on est des proxys volontaires. Quand on est un proxy, on agit comme interface d'une entité qui nous soudoie. Nous sommes responsables quand on agit dans cette direction-là. Celui qui le fait est responsable. Donc Kagame est un pion de l'oligarchie occidentale. Et moi, je ne pense pas qu'il soit pertinent, et là c'est le débat d'idées, de vouloir extraire celui qui soudoie Kagame de Kagame et de faire de celui qui soudoie Kagame notre nouveau partenaire en se disant que maintenant au moins la gestion sera... Parce que le colon et plus globalement le système néolibéral
a toujours pour finalité Ça l'exploitation. veut dire que vous êtes en train de critiquer, si je vous entends, la proposition ou le deal qui est en train de se mettre en place entre la RDC et les États-Unis. Je suis très prudent sur ce deal-là. Pourquoi? Parce que Kagame n'aurait jamais pu être l'homme qu'il est aujourd'hui sans le soutien des États-Unis. Et donc, des gens qui n'ont pas hésité à utiliser Kagame à génocider des gens pendant plusieurs années. Quand on parle du Génocauste, c'est un génocide d'une très grande intensité dont l'histoire se souviendra. Et je suis très, très préoccupé par le fait que des gens qui ont soudoyé Kagame, ils l'ont pas forcé, hein, parce que lui-même a son agenda, lui aussi, supra-ethniciste, malheureusement. Tous les Tutsis ne sont pas des kagamistes, mais Kagame a une vision très particulière de la suprématie de l'oligarchie Tutsi, pas de tous les Tutsis. C'est pour ça que c'est important qu'on puisse déethniciser le débat, ça va beaucoup plus loin que ça. Mais il a été utilisé, volontairement, et ceux qui l'ont utilisé maintenant, on demande à ceux qui l'ont utilisé de s'éloigner de ce dernier et d'être les nouveaux gestionnaires, co-gestionnaires de la zone. Je pense que c'est dangereux. Je pense que c'est profondément dangereux. Et si j'avais un message à donner au président Tshisekedi, ceux qui ont été nos ennemis pendant tant d'années ne seront pas nos amis et nos alliés aujourd'hui. Mais si je vais dans votre logique, tout à l'heure, vous disiez que Kagame, c'était un proxy. La Boétie parlait de la servitude volontaire. Et que on se dit, bon, monsieur, vous êtes proxy, alors on va plus négocier avec vous, on va négocier avec votre boss. N'est-ce pas ça, n'est-ce pas là la solution? Mais on négocie quoi, puisqu'on parle de nos minerais? C'est une vraie question que Nous sommes dans la J'arrive, mondialisation. J'arrive, mais justement, Ouais. tout à l'heure, j'ai critiqué le mondialisme néolibéral. Ça ne vous a pas échappé. Quelqu'un, pour piller votre maison, engage un casseur, vulgaire casseur, longiligne, de 2 mètres ou de 1,90 m. Par hasard, ce casseur s'appelle Kagame. Un hasard. Il utilise ce casseur et pendant tant d'années, ce casseur viole dans votre famille, il viole vos filles, il viole vos femmes. Lui et ses éléments. Et plutôt que de réussir à le vaincre, parce qu'il est surarmé, on décide maintenant de négocier avec celui qui paye le casseur. Bon, s'il te plaît, enlève les casseurs, on va négocier pour voir comment on va se partager ma maison. Ça vous pose pas de problème? C'est pour ça que tout à l'heure, je parlais de solutions africaines aux problèmes africains. Et je pointe du doigt la responsabilité de l'Union africaine qui a abandonné le Congo. Fanon disait que le Congo était la gâchette de l'Afrique. L'Union africaine, les dirigeants africains ont trahi le Congo. Et en trahissant le Congo, ils ont trahi les Africains. Et le président Félix Tshisekedi a un tournant historique maintenant. Certains l'accusent de laxisme. Moi-même, je pense sur certains points qu'il aurait pu faire plus. Mais il a une croisée des chemins maintenant. Il peut libérer le Congo s'il se tourne, selon moi, vers des décisions africaines. 100% africaines. Alors, j'ai appris que... Comme celle que propose le président Joseph Kabila, l'ancien président. Parce qu'il propose la même chose, il dit la même chose que ce que vous dites. Mais les solutions africaines du président Kabila, c'était le partenariat avec le Rwanda, de Kagame. Je ne suis pas sûr que... Il propose une solution africaine. Je ne suis pas sûr que... Non, mais dans congolaise. Vous savez, si je dis solution africaine et puis j'invite Alassane Draman Ouattara et Patrice Talon, ce sont des solutions africaines sous proxy, en réalité, d'intérêts qui sont extérieurs. Donc moi, je pense qu'il faut qu'on aille dans une question de réel... Et c'est pour ça que je vous parle de la volonté d'organiser un congrès international panafricaniste avec tous les leaders panafricanistes du monde entier. D'accord? Qui ont une voix. Parce qu'aujourd'hui, c'est malheureux ce que je vais dire, mais ces voix africaines que nous représentons ont plus de poids que beaucoup de chefs d'État. C'est une réalité. Il faut qu'il y ait aujourd'hui un congrès de la masse et où on invite aussi des acteurs panafricanistes rwandais et d'autres qui se mobilisent pour mettre fin à ce conflit fratricide. Et nous allons tout faire pour l'organiser si on nous laisse la possibilité. Justement, ça allait être ma question. Vous êtes rendu dans plusieurs pays en conflit. Pourquoi n'êtes-vous jamais allé, par exemple, pour une grande mobilisation à l'est de la RDC? C'est faux. Vous n'êtes juste pas au courant qu'on est venu au Congo en 2012
On était invité par la militante de Goma, Chantal Faïda. J'ai été interdit d'entrer sur le territoire de RDC à cette époque-là, tabassé par les anciens membres de l'ANR. C'est important qu'on puisse le préciser. Et on devait venir mener des actions sociales. Même en RDC, on vous a tabassé. Bien sûr. Vous tapez, j'ai été arrêté 2011 ou 2012, je crois. Oui, avant les élections. C'était à très longtemps. Et on voulait mener des actions sociales. Donc, c'est pour vous dire que Goma et le Kivu, on n'a pas attendu la hype actuelle pour en parler. Ça fait très longtemps qu'on est sur ces questions. Et j'avais été interdit de rentrer et renvoyé violemment à l'époque au Sénégal. Donc, si j'ai la possibilité et qu'on nous donne cette possibilité, nous le ferons. Mais je pense qu'à l'heure actuelle, plus qu'une question de mobilisation populaire, c'est une mobilisation structurelle que nous devons effectuer pour que des décisions fortes soient prises. Et je pense véritablement que la crise au Kivu ne doit pas être qu'une crise congolaise. Les Africains, moi béninois, d'autres membres de notre organisation qui sont camerounais, d'autres membres qui sont capverdiens, d'autres membres qui sont sénégalais, d'autres membres qui sont guadeloupéens, guyanais, martiniquais, d'autres qui sont afro-américains, qui sont dans notre organisation. Tous les Noirs, hommes et femmes, qui ont une voix qui pèse aujourd'hui, doivent se préoccuper du génocide au Congo. Et je pense que, quelles que soient les critiques nombreuses qui sont apposées par une partie de la population vis-à-vis du président, aujourd'hui, le président est dans l'obligation, selon moi, en tant qu'observateur et analyste, de prendre des décisions radicales. Lesquelles? Pour une résolution. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Il faut qu'il y ait aujourd'hui, l'Union africaine est décriée. Elle n'est plus prise au sérieux. Elle est inopérante. Excusez-moi, mon frère. Vraiment, ne voyez pas ma main comme mais elle est inopérante. Elle est inopérante. Mais il y a une Union africaine des peuples qui existe à travers ces leaders citoyens qui ont une voix qui peut peser sur les enjeux. Il faut aujourd'hui ce sommet panafricaniste international que l'on peut tenir à Kinshasa. Un vrai sommet avec des voix de partout dans le monde et faire de cet agenda, de cette crise, un problème international pour le monde noir parce que vous ne pouvez pas avoir un corps qui vit si le cœur saigne. Vous comprenez? Avec des résolutions qui devront être prises et qui devront être suivies. Et je suis convaincu, mon cher ami, mon cher frère, qu'à l'issue de ce congrès, c'est une solution parmi d'autres, mais c'est une solution qui a son sens. Nous allons pousser outre qu'une histoire de concert. C'est positif, hein. Les concerts, ça peut permettre de soutenir financièrement. On a d'ailleurs des membres de notre organisation qui contribuent à organiser le concert, justement pour soutenir les victimes au Kivu, pour mettre fin à la guerre. Mais il faut maintenant une démarche structurelle et politique, métapolitique, pour mettre fin à ce conflit et que les leaders d'opinion panafricanistes mondiaux se réunissent pour parler de cette question. Et nous pouvons le faire. Et si le président nous l'autorise, je pense que ça peut être quelque chose qui aura du poids et le Congo aura tout à y gagner. Très bien. Vous êtes à Kinshasa encore, j'espère, pour longtemps. Vous avez eu l'occasion c'est pas la première fois à Kinshasa, non? C'est pas la première fois. Vous êtes venu il y a quelques semaines, la cérémonie n'a pas eu lieu. Est-ce que vous apprenez le lingala? Ça va? Vous avez appris quelque chose? La bête, si vous continuez à croire. C'est la seule phrase que j'ai. Il n'y a pas mieux que cette phrase-là pour Kémy Séba quand même. Donc, parce que... Et ça, vous l'avez appris d'où? Je l'ai appris parce que la mère de mes deux derniers enfants, quand nos enfants font trop de bêtises, elle leur dit, je vais te mettre une fessée. C'est ça. Bien. Kémy Séba, c'est vraiment un plaisir. Ça a été un rêve pour moi qui a été réalisé de vous avoir sur mon plateau. Je voudrais bien que vous puissiez en ce moment vous adresser, si possible, à des jeunes. Donc, parce que le panafricanisme, c'est aussi la solidarité africaine entre peuples africains. Pourtant, en RDC, certains jeunes voient le panafricanisme comme un slogan, tu vois, c'est quelque chose qui se passe ailleurs. Comment est-ce que vous pouvez leur expliquer votre combat par rapport à la situation et lié par rapport à la situation actuelle? Le panafricanisme, c'est la définition de tout ce que l'on a dit. C'est l'unité des diverses formes d'africanité dans le but d'obtenir une collective souveraineté. Et ça va de pair avec la proposition qu'Urgence panafricaniste, que je préside, fait quand nous disons que nous devons organiser un sommet international de tous les Africains pour dénoncer ce qui se passe au Congo. Le panafricanisme, c'est la solidarité. Le panafricanisme, c'est ce qui arrive aux Congolais. Ça doit concerner tous les Africains.
De la même façon que ce qui arrive dans d'autres régions du continent, ça doit concerner toutes nos populations. Ce qui arrive dans les Antilles ou dans les Amériques pour notre peuple, ça doit concerner toutes nos populations. C'est ça le panafricanisme. C'est cette solidarité, ce solidarisme, cette justice sociale et cette volonté de souveraineté. Et c'est dans cette démarche-là que nous sommes. Et je conclurai mon propos en disant que ce que les élites africaines ne font pas pour le peuple devra le faire lui-même. C'est très important. Kémy Séba, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci d'avoir répondu à nos questions droit dans les yeux. C'était un grand plaisir de vous avoir sur notre plateau et on espère vous revoir encore dans cette émission une prochaine fois quand vous serez des passages à Kinshasa ou ailleurs. Est-ce que je peux vous poser une dernière question, mon frère? C'est moi qui pose une question. Non, une première. Ouais. Mais qui, vous savez, je suis un musée de philosophie. Dans la maïotique, on pose des questions parfois pour avoir une réponse qui va émerveiller tout le monde. Allez-y. Si vous aviez la possibilité aujourd'hui d'être nommé dans le gouvernement du président Tshisekedi pour faire en sorte que vos critiques vis-à-vis du système puissent être des critiques constructives et que vous puissiez vous-même mettre la main dans le cambouis, est-ce que vous le feriez? Avec grand plaisir. Vous voulez me recommander, c'est ça? Recommander, je n'ai pas ce poids. Bon, je ne vois pas le président, mais je suis très content de cette réponse. Parce que cette réponse doit être la réponse, à mon sens, de tout citoyen. Quand on critique un système, il faut qu'on soit prêt, si on a la possibilité, à montrer qu'on peut l'améliorer. Et moi, c'est la même chose au Bénin. Moi, je critique fondamentalement. Alors, la différence, c'est qu'on est dans un système qui est beaucoup plus ancré dans la néocolonialité au Bénin, malheureusement, qu'au Congo. Mais si moi, demain, j'avais la possibilité de matérialiser, justement, mes critiques du régime en mettant en place une politique strictement panafricaniste et souverainiste, je le ferais directement. Et en mettant en place un processus de justice sociale et de souveraineté. Et je pense qu'il faut qu'on puisse sortir de ce cadre de la facilité de la critique pour être dans la proposition visant à changer structurellement le quotidien de nos populations. Et donc, je suis très content de la réponse. Je voulais juste entendre ça et je pense que ça va édifier beaucoup de gens. Merci. Si vous n'étiez pas content, on va vous bétanga. Non, j'allais dire une phrase qui est trop dangereuse. Bien, Kémy Séba, merci encore et bon séjour à Kinshasa. Merci à vous. Allez. Merci. Et merci beaucoup à vous tous de nous avoir suivis. Au nom de toute l'équipe qui m'a aidé à être chez vous, je vous dis un grand merci de nous avoir suivis et j'espère vous retrouver avec un autre invité droit dans les yeux. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.